Déjà 100 ans que toutes nos énergies sont au service du quotidien des Français. En 2024, Total Énergie souffle ses 100 bougies. Total Énergie, le titan français du pétrole, souffle ses 100 bougies cette année. Un siècle d'existence à l'heure de l'urgence climatique et de la transition énergétique qui soulève une question épineuse. Faut-il vraiment sortir le champagne pour célébrer cet anniversaire ? Il n'y a pas si longtemps, le simple fait de prononcer son nom suffisait à gonfler d'orgueil le cœur des Français. Total incarnait la puissance pétrolière d'une nation pourtant dépourvue d'or noir, un modèle de profitabilité, non seulement pour ses actionnaires, mais aussi pour l'ensemble de la société. Mais aujourd'hui, le tableau est bien différent. Total apparaît désormais comme un mastodonte tentaculaire, aussi bruyant que polluant, un vestige encombrant d'un monde industriel révolu que nous nous efforçons de quitter, mais dont nous restons désespérément dépendants. Depuis le début de ce siècle, face aux impératifs d'un futur décarboné, je vous rappelle les accords de Paris et l'objectif de neutralité carbone de la France en 2050, Total est régulièrement invité par ses principaux actionnaires à se repenser et à verdir ses activités. S'il y a bien eu quelques avancées, surtout en matière de communication verte, les 2/3 de ses investissements en 2023 sont toujours orientés vers la prospection et l'exploitation d'énergies fossiles, gaz et pétrole en tête, un comportement qui a récemment valu à son PDG, Patrick Pouyanné, de venir s'expliquer devant une commission d'enquête sénatoriale. Apparemment, l'intérêt que lui portent les autorités françaises ne lui plaît pas beaucoup, puisque le 26 avril, dans une interview au journal Bloomberg, Patrick lâche une bombe et annonce qu'il envisage carrément de retirer Total Énergie de la Bourse de Paris pour la transférer à New York, où sa société serait selon lui bien mieux appréciée. Voilà l'ambiance. Aujourd'hui sur Money Radar, je vous propose de mieux faire connaissance avec la deuxième plus grosse société de France, de voir comment elle travaille, ce qu'on lui reproche et pourquoi son dirigeant se montre aussi susceptible. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, on verra s'il est intéressant de détenir des actions Total Énergie dans un portefeuille. Pour recevoir nos analyses d'actions les plus prometteuses pour 2024, rejoignez aussi notre newsletter 100% gratuite. On vous met le lien en description. Prenez des notes, je commence avec quelques chiffres, histoire de se faire une idée des dimensions du groupe en 2024. Total Énergie a 100 ans et ses 102 000 salariés et 14 571 stations dans 130 pays, dont 4 000 en France, où il domine le marché. L'année dernière, il a produit l'équivalent de 2,5 millions de barils par jour. C'est l'équivalent d'1,5 fois la consommation de la France. La planète pétrole est menée par 7 compagnies, les Seven Sisters. Total Energy porte le numéro 6, derrière la néerlandaise Shell, l'américaine ExxonMobil, les chinoises PetroChina et Sinopec, et la saoudienne Aramco, qui est aussi la plus grosse société cotée du monde. Avec seulement 170 milliards de dollars de capitalisation boursière, Total Energy est loin des géantes américaines. Pourtant, en chiffre d'affaires, elle n'a pas à rougir. Avec des revenus de 234 milliards de dollars en 2023 et un bénéfice de 23 milliards de dollars, elle est plus rentable que Chevron, BP ou Shell. L'année dernière, elle a surtout gagné de l'argent sur le raffinage et la vente de dérivés chimiques à hauteur de 42%, sur la distribution de pétrole pour 38% et sur 11% de vente d'électricité, une électricité produite par ses propres centrales à gaz. Total fait 64% de ses affaires en Europe, dont 23% en France, et retire environ 10% de revenus d'Amérique du Nord. C'est la deuxième plus grosse société française, derrière LVMH, et sa structure extrêmement complexe est en perpétuel mouvement. À la louche, elle détient près de 1000 filiales ou participations dans le monde, dont plus de 200 en France. Chacune de ces filiales exerce dans les domaines de l'exploration, de la production d'hydrocarbures, du raffinage, de la distribution de produits pétroliers, du gaz, des énergies renouvelables, de la chimie, du négoce et enfin du transport maritime. Après 100 ans de fusion, de rachat et de concentration, le groupe contrôle plus ou moins directement toute la chaîne de fabrication. Les exploitations flanquées du logo bleu-blanc-rouge, puis arc-en-ciel depuis 2021, se retrouvent sur les 5 continents. Selon ses déclarations, le groupe serait assis sur des réserves prouvées de pétrole conventionnel, estimées à près de 10,5 millions de barils, dont la plus grosse partie se situe au Moyen-Orient, et il continue d'investir chaque année des milliards d'euros dans la prospection, la découverte et l'exploitation de nouvelles ressources. Dans son histoire, chez Total, il y a eu un avant et un après 2014. Avant 2014, le groupe fondait son modèle sur le seul profit à tout prix. Après 2014, il a intensifié le principe. L'histoire de Total, c'est celle du pétrole. L'industrie pétrolière moderne voit le jour en 1859, quand l'Américain Edwin Drake extrait pour la première fois l'or noir en Pennsylvanie.
Deux géants émergent alors très vite, la Standard Oil de John Rockefeller et la londonienne Shell de Marcus Samuel. La Standard Oil devient si puissante qu'en 1911, les autorités américaines inventent la première loi antitrust et ordonnent son démantèlement. Puis, la Première Guerre mondiale confirme l'importance du pétrole dans le fonctionnement de l'économie. Les Seven Sisters apparaissent, qui vont dominer le secteur pendant plus d'un demi-siècle. Elles sont rejointes en 1924 par la CFP, la compagnie française de pétrole, qui appartient pour un quart à l'État et qui deviendra Total CFP en 1985, puis Total tout court en 1991. 4 ans après sa création, la CFP et 5 des 7 majors signent les accords de la ligne rouge dans lesquels elles se partagent les ressources pétrolières du Moyen-Orient. La géopolitique du pétrole était née. Les premiers champs exploités par la CFP se trouvent en Irak et au Qatar, mais la société fonde des filiales au Gabon et en Algérie dès la fin des années 50. Elle fait aussi ses premiers pas sur le continent américain en rachetant la canadienne Charter Oil en 1956. La France traverse ses 30 glorieuses, son industrie se développe à la vitesse d'un piston dans un moteur à combustion, elle a soif d'énergie. La CFP l'abreuve de carburant, c'est sa mission. Elle crée aussi des emplois, participe à l'explosion du marché automobile, fournit les usines en plastique et produits chimiques, contribue aux recettes de l'État. Mais en 1973, le premier choc pétrolier vient tout bouleverser. Le monde se rend alors compte de sa dépendance au pétrole, pendant que les pays producteurs réalisent le pouvoir qu'ils détiennent. Alors que depuis 1945, l'exploration et l'extraction étaient majoritairement confiées à des consortiums privés fondés par les Seven Sisters et les gouvernements locaux, la donne change. Les gouvernements veulent reprendre la main sur leurs ressources et nationalisent les sociétés exploitantes. Les pétrolières entament alors un vaste mouvement de diversification, et ça tombe bien car c'est aussi l'époque des premières alertes climatiques. Il pourrait y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère, d'où fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, et de glace de montagne. Et risque de réchauffement. Donc, à cause du réchauffement, 2-3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce pas? Certaines sociétés comme Shell ou BP se lancent dans les énergies propres, les biocarburants, l'énergie éolienne ou encore le solaire dès les années 80, mais pas Total. Il faudra attendre 2011 et le rachat de l'américain SunPower, très médiatisé, pour que la pétrogazière qu'elle est toujours devienne officiellement une société multi-énergie, mais on ne peut pas dire au vu des actualités du groupe qu'il fasse preuve de bonne volonté. En 2023, Total Energy atteint la 4e place du classement européen des entreprises les plus polluantes, le record étant décroché par la BNP Paribas et se place 19e au classement mondial. Pourtant, le groupe a pris des engagements pour respecter les accords de Paris et ceux de la France, d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais sur 17 milliards d'euros investis en 2023 sur de nouveaux projets, près de 11 milliards et demi ont servi à la recherche et la mise en service de nouveaux sites d'extraction en Namibie, au Suriname et au Brésil, ou à se rapprocher des États-Unis. Depuis la découverte des schistes et des trésors qu'ils renferment, le pays est redevenu premier producteur mondial et ses réserves sont si importantes qu'elles ont repoussé le peak oil attendu depuis les années 2000 au calende grec. Et non, bonne ou mauvaise nouvelle, le monde ne va pas encore manquer de pétrole, même s'il faut pour ça défigurer toute l'Amérique. Pour Total, c'est une aubaine. Le groupe aimerait bien obtenir sa part du gâteau. Mais pour la France, et plus largement pour Bruxelles, ça commence à faire tâche. Ça fait déjà un moment que les Européens boudent le groupe devenu le mal climatique absolu et critiquent ses activités, et c'est de pire en pire. Le 26 avril dernier, 2 jours après avoir annoncé à Bloomberg réfléchir à la possibilité de déplacer la cotation de Total Energy à New York, Patrick Pouyanné était entendu par une commission d'enquête sénatoriale. Et au menu, que des questions qui fâchent. D'abord, l'inaction de Total en matière d'environnement. Selon le dernier rapport du GIEC, l'humanité doit restreindre ses émissions à l'équivalent de 500 milliards de tonnes de CO2 émises par an. C'est impératif si on veut avoir 50% de chance de maintenir la hausse des températures en dessous d'1,5 degré. Or, Total participe à une vingtaine de projets ou de sites qu'on appelle des bombes carbone, chacune capable d'émettre 1 milliard de tonnes d'équivalent CO2 pendant leur cycle de vie. C'est d'ailleurs le 2e plus gros exploitant au monde de sites du genre. Dans ces conditions, comment le groupe peut-il envisager de tenir ses engagements en matière d'urgence climatique ou en matière de droits humains? Un virage que réclament les consommateurs, les autorités, mais aussi les actionnaires du groupe depuis les années 2000. Si rien ne bouge vraiment, c'est que ce n'est pas la politique de la maison. Et c'est ce qu'a rappelé Patrick Pouyanné face à la commission du Sénat. Patrick est un ancien polytechnicien, cadre chez Elf Aquitaine avant qu'elle ne devienne Total Fina Elf en 2000.
Il entre au conseil d'administration de Total 6 ans plus tard, mais c'est en 2014 que tout change, avec le décès prématuré de l'ancien patron du groupe, Christophe Demargerie, plus connu sous le nom de Moustache, autre figure polémique du groupe. Christophe Demargerie avait la réputation de n'accorder aucune importance à l'environnement et de ne rechercher que les bénéfices commerciaux. Et dans ce domaine, Patrick Pouyanné dépasse le maître. Selon lui, il faut d'abord stimuler la production des énergies fossiles pour ensuite financer la transition énergétique. Dans ces conditions, les investissements dans la prospection et la mise en exploitation de nouveaux gisements fossiles sont justifiés par l'urgence climatique et il faut les intensifier, même s'ils se trouvent près de récifs fragiles, dans des parcs nationaux ou dans des zones protégées. Patrick est le premier convaincu par son argumentaire, mais c'est un peu difficile à avaler et une partie de ses actionnaires se montre plutôt réticente. Pas de problème, pour finir de les rallier à sa cause, il décide de leur offrir une compensation et augmente les dividendes. La récente croissance du groupe doit beaucoup aux décisions de cette personnalité controversée, modèle de la foi inébranlable en l'or noir et en son avenir, en dépit de tous les efforts pour essayer de s'en passer. Devant la commission, Patrick ne se démonte pas. Il soutient fermement qu'il ne croit pas aux prévisions du GIEC, que le pétrole et le gaz sont de bien meilleures énergies de transition que le nucléaire ou le renouvelable. Le groupe Total ne fait que répondre à la demande, comme il l'a toujours fait, et s'il ne le faisait pas, d'autres le feraient à sa place. Bref, Patrick sait comment entretenir le doute et défendre son bout de gras. L'autre question délicate à l'ordre du jour, pourquoi le groupe Total refuse-t-il de respecter les choix de la France en matière de politique étrangère, par exemple en continuant de travailler avec la Russie, en dépit de l'embargo de 2022, ou en passant des accords avec la junte birmane, avec l'Irak ou avec la Libye. Le groupe est présent sur les 6 continents, et partout où il passe, comme par magie, les portes s'ouvrent, toutes les portes. Mais il n'y a rien de magique, Total est intouchable. Et c'est pour ça qu'il n'y aura probablement pas de suite à cette commission, à la grande déception des ONG présentes pendant les auditions. Il est intouchable, d'abord parce que la France est dépendante de ses activités, parce que c'est la plus grosse société française en termes de chiffre d'affaires, et que fragiliser Total reviendrait à mettre en danger l'approvisionnement du pays en énergie. Ensuite, il est intouchable parce que le groupe s'est aussi murmuré à l'oreille des puissants, et en premier lieu avec la France. L'État a longtemps été actionnaire et il garde des liens étroits avec le groupe. Les allers-retours entre le pétrolier et les hautes sphères de l'administration sont monnaie courante. Christophe Demargerie ou Alain Madelin ont d'abord occupé des postes au ministère de l'Industrie avant de finir au conseil d'administration. Et dans l'autre sens, Michel Bénézit, ancien DG, a fini au cabinet de Jacques Chirac, pendant qu'un ancien autre DG, Serge Tchuruk, prenait place lui aussi au ministère de l'Industrie. Enfin, il est intouchable parce qu'il a les moyens de payer les amendes qui lui sont réclamées chaque fois qu'il viole le droit du travail, une loi environnementale, ou qu'il ne respecte pas les libertés fondamentales, ou encore la législation locale ou internationale. Le groupe n'a pas de limite et semble souvent placé au-dessus des lois. Difficile de l'attaquer de front, sans compter qu'il déploie des moyens colossaux en communication et lobbying pour verdir son image et s'assurer de conserver les bons soutiens. Et ces soutiens, justement, le groupe espère les trouver ailleurs. Quand je dis que Total n'a pas de limite, en réalité, il en a une. Son lien avec la France, et a fortiori l'Europe, limite ses ambitions économiques. Le millefeuille administratif, les normes, les commissions d'enquête et la mauvaise volonté des Européens pour comprendre la politique du groupe ont donné des envies d'ailleurs à Patrick Pouyanné. Selon lui, l'avenir de Total se trouve en Amérique du Nord. C'est là-bas que les sables bitumineux et les schistes sont les plus accessibles et les plus importants, et c'est aussi là-bas que se trouve l'argent. À choisir, les investisseurs américains friands de sociétés pétrolières préfèrent investir dans des sociétés américaines ou au moins cotées en dollars. Et voilà pourquoi Patrick envisage de changer de crèmerie. Total est détenu à 70% par des investisseurs institutionnels et la proportion d'Américains n'a jamais cessé de grimper. De 33% en 2012, il représente aujourd'hui 48% de son actionnariat. S'installer à Wall Street est donc un choix économique évident. S'il fait ça, je ne vous dis pas le chaos à la Bourse de Paris. Total, c'est presque 6% du CAC 40. C'est gonflé, mais c'est du Pouyanné. Nous en arrivons à la question douloureuse de savoir s'il faut détenir des actions du groupe dans un portefeuille. On l'a vu, l'histoire de Total est toujours celle du pétrole. Mais quel avenir pour le groupe si le pétrole n'en a plus ? Eh bien d'abord, si. Le pétrole a toujours de l'avenir, tout dépend de l'horizon. Si on parle d'horizon de 100 à 150 ans, il est probable que le pétrole soit transformé en curiosité géologique. Mais horizon à 5 ans ? Ou 10 ans ? Plus personne ne rêve, la demande en pétrole restera soutenue et même devrait continuer d'augmenter jusqu'en 2030 selon les prévisions de l'OPEP. Rassurez-vous, du pétrole, il y en aura grâce à des sociétés comme Total Energy. Mais à quel prix ? À l'heure où je prépare cette vidéo, le Brent flirte avec les $84 et le WTI avec les $78.
Quand le baril se stabilisera autour de 150 $, comme le prédisait Vicky Holub, la patronne d'Occidental Petroleum, la demande baissera enfin, mais ce n'est pas demain la veille. D'ici là, Total Energy restera une valeur quasi parfaite pour les investisseurs. Son endettement est modéré et depuis 2019, ses activités ont progressé de 24% et son résultat net de 89%, en dépit donc de toutes les perturbations. Les prévisions pour 2024 comptent sur la stabilisation des chiffres de 2023 avec une légère progression des bénéfices. On n'oublie pas les promesses aux actionnaires. La généreuse politique de distribution de dividendes en fait craquer plus d'un. Et cerise sur le gâteau, Total Energy affiche un PER toujours inférieur aux majors, 7 années de bénéfices contre 8,7 pour Royal Dutch Shell, 11 pour ExxonMobil, 14,5 pour Conoco, ou encore 16 pour Aramco et Oxy, ce qui fait d'elle une action sous-cotée. Pas étonnant dans ces conditions que JP Morgan, le français Oddo ou le suisse UBS recommandent à l'achat avec un objectif de cours de 107 $ avant la fin de l'année. Oui, Total Energy est une excellente valeur si on s'en tient aux aspects purement financiers. Elle a prouvé sa résistance à toutes les attaques, elle est insensible au conflit, personne n'a son carnet d'adresses ni sa puissance financière. Et tout ça pourrait bien se renforcer si, comme Omar Sy ou Danny Boone, elle s'expatrie aux États-Unis. En revanche, on garde bien en mémoire que c'est une championne de la pollution qui a joué et continue de jouer un rôle actif dans la crise climatique actuelle, et que si elle est rentable, c'est aussi en raison des atteintes régulières aux droits humains, via le travail forcé ou la complicité dans les conflits pour le contrôle des ressources, et que rien de tout ça ne va s'arrêter. Bref, c'est pas joli. Alors, est-ce que ça en vaut bien le prix ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et pour trouver d'autres valeurs capables de la remplacer, pensez à piocher dans le tout nouveau CAC 40 ESG, créé en mars dernier spécialement pour les investisseurs engagés. Vous pouvez déposer toutes vos idées dans les commentaires ou en nous rejoignant sur votre réseau social préféré. J'ai hâte de vous lire. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur j'aime avant de partir et pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.